Chers collègues, chers étudiants, je voudrais tout d'abord remercier le CERIC pour l'aimable invitation. C'est pour moi toujours un grand plaisir de revenir en France où je fais une partie de mes études il y a très longtemps. Je suis ravie donc d'être parmi vous aujourd'hui. Pendant ces courts séjours dans votre faculté qui va durer jusqu'à la fin du mois, mes interventions portent sur 3 grandes thématiques qui coïncident avec mes recherches académiques en cours. Tout d'abord, les institutions internationales et les questions de responsabilité. Ensuite, le droit de la mer et les questions soulevées par la délimitation maritime, notamment en Méditerranée. Et enfin, l'application du droit international et européen de l'environnement. La présentation de cet après-midi se rattache à cette 3e thématique et plus particulièrement à la compétence externe de l'Union européenne en matière d'environnement. Il est vrai que ces dernières années, l'Union européenne se présente comme un acteur essentiel pour la protection de l'environnement sur la scène internationale. En même temps, l'Union fait de la diplomatie verte, voire la diplomatie climatique, une de ses priorités, comme en témoigne l'attribution de portefeuilles aux nouveaux membres de la Commission européenne la semaine dernière. Beaucoup de questions se posent alors. Tout d'abord, d'où découle cette compétence, ce pouvoir d'agir en tant qu'acteur sur la scène internationale, et quelles sont ses limites? Ensuite, est-ce que l'Union a exercé cette compétence d'une manière efficace? Est-ce qu'elle a pu influencer d'autres acteurs? Est-ce qu'elle a contribué à résoudre ou au moins à atténuer des problèmes importants? Et enfin, quels sont les facteurs qui expliquent la performance de l'Union dans les négociations internationales à vocation environnementale? Le but de ma présentation sera de répondre à ces questions en nous plaçant à 2 points de vue. Tout d'abord, celui des fondements juridiques qui permettent à l'Union de jouer un rôle sur le plan international. Je vais donc dans un premier temps donner un bref aperçu de bases juridiques et leur évolution pour analyser par la suite leurs limites. Et la deuxième partie de mon intervention se rattache plutôt à la pratique. Nous allons explorer comment l'Union a exercé cette compétence externe et là et si elle a pu influencer et même orienter la discussion dans ce domaine. Et mon intervention aboutira à quelques conclusions sur le défi les plus révélateurs de cette problématique. Je vais commencer en rappelant que l'environnement et sa protection ne figuraient pas dans le traité de Rome qui a fondé le projet européen en 1957. Or, rien d'étonnant à tout cela, rien d'étonnant à ce que les préoccupations environnementales n'aient pas été dans les priorités des pères fondateurs. L'objet principal à cette époque était de créer un espace de coopération économique entre les États membres et leurs entreprises à travers l'établissement des marchés communs. L'environnement comme sujet de la politique nationale ou internationale n'apparaît un peu plus tard, vers la fin des années 60. Et c'est à ce moment-là que la Commission suggère que le projet européen ne devrait pas seulement viser et s'occuper de la croissance économique, mais aussi de la qualité de la vie et de la protection de l'environnement. Toutefois, certains États membres hésitèrent et se prononcèrent plutôt en faveur d'une coopération intergouvernementale dans ce domaine, sous l'autorité du Conseil, donc les États membres, et sans la Commission. Mais ce n'est pas ce chemin qui a été suivi. En 1972, les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour la première fois demandent à la Commission de s'occuper de la question, de s'occuper des questions environnementales et d'élaborer un plan d'action, un programme d'action dans ce domaine. Cependant, la protection de l'environnement ne figurait pas encore parmi les tâches attribuées à la communauté par le traité. Et ce n'était qu'avec une lecture vraiment très très audacieuse des textes communautaires que va se consolider petit à petit la compétence communautaire en matière d'environnement.
cette question va être réglée dans un premier temps par la Cour de justice en 1985 et un an plus tard avec l'intégration dans le traité, dans l'acte unique européen, d'un chapitre entier sur l'action en matière d'environnement qui, cette fois-ci, affirme clairement la compétence de la communauté en cette matière. Cette compétence se renforce par la suite, se renforce davantage par la suite avec les modifications des textes successifs des textes fondateurs. Donc depuis lors, le droit de l'environnement, le droit européen de l'environnement a connu un développement spectaculaire. À l'heure actuelle, il couvre presque tous les secteurs de la politique d'environnement, eau et air, bruit et produits, nature et déchets, ainsi que des secteurs ayant un caractère dit horizontal, tels l'exigence d'une évaluation d'impact de certains projets à l'environnement, le droit d'accès aux informations sur l'environnement et le droit des citoyens de participer aux décisions environnementales les concernant. Il faut souligner que l'adoption d'une grande quantité d'actes législatifs a été facilitée par le fait que souvent des dispositions de protection de l'environnement faisaient défaut au niveau des États membres. En effet, pour de nombreux États membres, comme c'est le cas de mon pays, la Grèce, le droit national de l'environnement se base plus ou moins à 100% sur le droit de l'Union. Donc, avant même la consolidation de cette compétence en matière d'environnement au niveau interne, la communauté avait déjà développé une activité internationale dans ce domaine. En d'autres termes, cette activité internationale est née en même temps que son activité au niveau interne. Et la raison principale est que l'adoption des instruments internationaux visant la protection de l'environnement avait des impacts directs au niveau communautaire. En effet, l'adoption d'un accord sur le commerce des substances chimiques qui détruisent la couche d'ozone ou sur la gestion du changement climatique était directement liée aux activités économiques européennes et pouvait par exemple affecter la concurrence. Donc au lieu de rester passive, la communauté préférait être représentée dans les négociations internationales et participer à la conclusion des traités à côté de ses États membres. Quant à sa compétence pour conclure des accords internationaux, celle-ci était déjà établie par la jurisprudence de la Cour de justice et le célèbre arrêt AETR, Accord européen sur le transport routier de 1970, où la Cour avait dit que la compétence de conclure un accord international dans un domaine découle de l'exercice de la même compétence au niveau interne. Et les principes énoncés par cette jurisprudence ont été par la suite intégrés dans le traité. Ainsi, jusqu'à l'adoption de l'acte unique européen en 1986, qui a établi, comme j'ai dit tout à l'heure, une compétence en matière d'environnement, la communauté avait déjà conclu 4 accords internationaux. Ceci dit, l'Union européenne est aujourd'hui partie à une quarantaine d'accords à vocation environnementale, que ce soit au niveau universel comme la Convention pour la protection de la couche d'ozone, la Convention sur le mouvement transfrontier des déchets dangereux, la Convention sur la biodiversité ou l'Accord de Paris sur le changement climatique, que ce soit au niveau régional comme par exemple la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Ces accords interviennent dans un domaine de compétences partagées, ce qui veut dire que l'Union partage sa capacité d'action avec ses États membres. Il y a donc une double participation de l'Union européenne comme organisation internationale et de ses composantes, les États membres. Il faut rappeler que ce type d'accord est qualifié d'accord mixte, conclu conjointement par les États membres et l'Union, chacune des parties intervenant pour sa part de compétences. 2 questions se posent alors à ce point. Première question, comment se déroule la négociation et la répartition des tâches entre l'Union et les États membres et quelle institution représente l'Union pendant les négociations?
Et deuxième question, quelle est la portée des dispositions de tels accords pour l'Union et les États membres? En ce qui concerne la première question, lorsque l'accord porte sur un domaine dans lequel l'Union a compétence exclusive, la situation est relativement plus simple. C'est l'Union qui négocie seule, en principe la Commission. Si l'accord porte dans un domaine qui relève de la compétence partagée, la négociation est réalisée conjointement par l'Union et par la Commission et les experts nationaux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant l'ouverture des négociations, les États membres et la Commission essaient de trouver une position commune. Et d'après les traités, ils doivent coopérer loyalement dans l'élaboration des accords internationaux. Cependant, comme on le verra tout à l'heure, dans la pratique, cela n'est pas si simple et il arrive des complications, voire des tensions entre l'Union et les États membres. Ces derniers ne veulent pas être toujours représentés dans les négociations internationales par l'Union, voire la Commission, car ceci signifie, en termes clairs, que c'est les représentants de l'Union et non pas les États membres qui prennent la parole et négocient dans les réunions officielles ainsi que derrière les coulisses. Parler d'une voix au sein des enceintes internationales n'est pas toujours facile. Et parfois, les États membres préfèrent négocier eux-mêmes. La Commission négocie selon un mandat de négociation, voilà la procédure, un mandat de négociation défini par les conseils, donc les États membres, et en consultation avec un comité dans lequel les États membres sont représentés. Donc, avec ce mandat, le Conseil donne des directives qui incluent les objectifs et la portée de négociation. Jusqu'à l'adoption du traité de Lisbonne, la pratique était légèrement différente parce que, afin d'apaiser les préoccupations des États membres qui craignaient des implications trop considérables pour leur politique nationale, c'était la présidence qui parlait au nom de l'Union. Donc il y a eu une sorte d'usurpation de pouvoir par la présidence. Le traité de Lisbonne n'a pas confirmé cette pratique. Il renforce la représentation externe de l'Union avec l'établissement de nouvelles institutions, telles le Service européen pour l'action extérieure. Il essaye en même temps d'aménager une meilleure coordination interne avant les négociations, dans la mesure où il donne le pouvoir au Conseil, c'est-à-dire aux États membres, de désigner un négociateur en fonction de la matière sur laquelle porte l'accord envisagé. Quant au rôle du Parlement européen dans la négociation, dans la conclusion d'accords internationaux, il est insignifiant, il ne se fait pas représenter dans les négociations et son intervention se fait désormais sous la forme d'une approbation qui est la nouvelle dénomination de la procédure d'avis conforme. Une dernière remarque sur la deuxième question que j'ai posée tout à l'heure et qui concerne la portée des accords internationaux. Un accord ratifié par l'Union devient part du droit de l'Union. Par conséquent, il lie les institutions de l'Union et les États membres. Et ceci signifie qu'un État membre peut être lié par un accord, même s'il ne l'a pas ratifié lui-même. Il suffit que l'Union l'ait ratifié. Je passe tout de suite à la deuxième partie de mon intervention qui est tournée vers la pratique et plus particulièrement l'exercice de cette compétence externe de l'Union dans le domaine de l'environnement. Bien sûr, il serait impossible dans un temps si limité de faire un inventaire complet. Je me contenterai de quelques pistes de réflexion que l'on pourra approfondir plus tard dans le débat. Une première observation est que le rôle de l'Union dans les négociations internationales à vocation environnementale s'est progressivement renforcé. Il est vrai que l'Union s'est beaucoup investie dans ce domaine. Au tout début, elle s'est battue pour
avoir le même droit que les États dans les négociations, prendre la parole, participer à l'élaboration de l'ordre du jour, voter, devenir partie aux traités internationaux. Au fur et à mesure qu'elle développait son propre système de protection de l'environnement, l'Union s'efforçait de promouvoir des solutions au niveau international qui étaient conformes à ses choix au niveau interne. Dans le domaine où elle avait déjà une réglementation, où elle avait déjà adopté une réglementation, il était plus facile d'élaborer une position commune avec les États membres et défendre l'acquis de l'Union dans les négociations internationales. Un exemple caractéristique est celui des négociations climatiques qui ont abouti à l'accord de Paris en 2015 ou des négociations en cours actuellement sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En ce qui concerne plus particulièrement la lutte contre les changements climatiques, l'Union essaye de jouer un rôle de moteur, un rôle de leader. La diplomatie climatique est une de ses priorités, comme en témoigne l'insertion dans les traités de Lisbonne d'un objectif séparé à cette fin. Au fil des ans, elle a essayé d'utiliser son influence internationale pour renforcer le système établi par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, elle a toujours plaidé pour des objectifs de réduction ambitieux. Elle montre la bonne voie aux autres acteurs en donnant le bon exemple à travers sa réglementation interne. Par exemple, le système d'échange des droits d'émissions qu'elle a établi a introduit un prix pour les émissions de gaz à effet de serre pour plus de 11 000 installations et à l'heure actuelle constitue le plus grand marché de charbon au monde. Toutefois, peu de pays développés ont choisi de suivre le pas de l'Union et introduire une réglementation climatique similaire. Et la raison principale est que la lutte contre le changement climatique est un très très grand défi pour les économies nationales et exige des choix difficiles entre différentes options. Et de l'autre part, il est vrai que tous les États n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes priorités et que les solutions dépendent largement de l'aptitude de ceux qui prennent les décisions d'accepter ces options. L'Union a même essayé de faire pression sur ses partenaires en adoptant des mesures unilatérales. Elle a par exemple inclus le secteur de l'aviation internationale dans la réglementation européenne sur le commerce des gaz à effet de serre. Or, cette décision a été très mal reçue par les partenaires. On a reproché à l'Union qu'elle ait utilisé des mesures de commerce unilatérales et qu'elle ait exercé une juridiction extraterritoriale en violation du droit international. De même, on lui a reproché qu'elle ait échoué à prendre en considération le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui est un principe essentiel dans le régime du changement climatique. Donc, on lui a reproché qu'elle a échoué à prendre en considération ce principe dans l'élaboration de sa réglementation. Ce différend a suscité un contentieux et l'Union a fini par se retirer et laisser à l'organisation compétente, donc l'OACI, l'Organisation pour l'aviation civile internationale, s'occuper de la question. À noter que l'OACI s'est activée en ce sens et l'on peut ainsi dire que l'Union a au moins incité, a au moins orienté la discussion dans ce domaine. Et la même chose s'est produite au sein de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale, en ce qui concerne la réduction des émissions provenant des navires. D'autre part, il faut noter que la capacité de l'Union à lancer des initiatives au niveau international pour des nouvelles activités concernant la protection de l'environnement est relativement limitée. L'Union, en d'autres termes, l'Union n'a pas de carte blanche pour négocier.
Pour pouvoir prendre de telles initiatives, l'Union devrait obtenir un mandat du Conseil. Donc la Commission devrait argumenter devant le Conseil, c'est-à-dire devant les États membres, et le convaincre, ça c'est le plus important, en montrant qu'une telle initiative est nécessaire, que l'Union européenne devrait prendre cette initiative, quels en seraient les avantages environnementaux, sociaux et économiques, combien de ressources financières seraient exigées, et ainsi de suite. Et si cela était relativement simple au début, au lancement de son activité internationale dans ce domaine, depuis les derniers élargissements, ce n'est pas du tout pareil. Trouver un consensus entre 28, bientôt 27, si le Brexit a lieu, est devenu plus difficile, d'autant plus que certains de nouveaux membres n'ont qu'un intérêt limité pour les questions concernant l'environnement. Un autre point qui réduit la capacité d'action au niveau international de l'Union concerne la représentation de l'Union dans les négociations. La Commission est normalement représentée par la Direction générale de l'environnement, donc la section administrative qui assiste le membre de la Commission responsable de l'environnement. Or, ce n'est pas toujours le cas. Dans les discussions au sein de l'OMI, de l'Organisation maritime internationale, c'est la Direction générale des transports qui représente la Commission. Et c'est vrai que ces administrations concernant l'environnement et d'autre part le transport, n'ont pas les mêmes intérêts. En théorie, la Direction générale de l'environnement peut se faire représenter dans les institutions internationales lorsqu'un sujet porte sur l'environnement, mais ne le fait pas toujours, par manque de ressources. Et de même, une coordination entre les différentes directions générales avant, pendant ou après les discussions ne se fait pas toujours, encore par manque de ressources ou du temps. La pratique montre aussi que la création d'une structure spécifique peut développer une influence politique et institutionnelle nettement plus forte que la répartition des responsabilités entre les multiples administrations. La création d'une direction spécifique pour le climat au sein de la Commission peut servir d'exemple à ce point. Une dernière observation concerne l'application des accords internationaux. Comme je l'ai déjà noté, les accords mixtes lient en même temps l'Union et les États membres, indépendamment du fait de la ratification de l'accord par les États membres. Donc il suffit que l'Union l'ait fait. Dans la pratique cependant, il n'y a pas de cohérence dans ce domaine. Selon les traités, la Commission veille à l'application du droit de l'Union. Étant donné que les accords internationaux font partie des droits de l'Union, la Commission devrait également veiller à ce que les États membres appliquent ces dispositions et, le cas échéant, entamer une procédure d'infraction contre un État membre qui ne respecte pas ses obligations internationales. En pratique, la Commission ne porte attention à l'existence de ces accords que lorsqu'il existe un acte législatif qui transpose les dispositions de l'accord dans le droit de l'Union. Elle contrôle alors l'application de cet acte et non pas celle de l'accord international. Et il est évident qu'une telle pratique enlève au droit international beaucoup de son efficacité. De même, l'Union ne peut pas affirmer dans les institutions internationales qu'elle applique telle ou telle convention et quels sont les problèmes pratiques rencontrés lors de l'application des textes ou quels pourraient être les remèdes. L'Union ne peut pratiquement pas parler d'une voix et doit laisser la parole aux États membres à ces points. Lorsqu'un État membre affirme, par exemple, que telle ou telle disposition ne soulève pas de problème d'application, ou bien qu'il s'était, en ce qui concerne l'application d'un texte, le représentant de l'Union ne peut pas informer sur l'expérience acquise dans ce domaine dans l'Union européenne tout entière, y compris l'État membre concerné. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de cette présentation ? Il est vrai que l'Union est un acteur tout à fait particulier dans les négociations internationales à vocation environnementale. Aucun autre groupe d'États n'a jusqu'alors achevé un niveau comparable d'unité
en représentation externe. Avec ses États membres, elle pourrait alors constituer un acteur très influent au niveau international. Or, ce n'est pas toujours le cas. Si elle a pu parfois influencer et orienter la discussion environnementale au niveau international, l'unité n'est pas acquise, l'unité n'est pas un fait accompli. Les questions de compétences, comme on l'a vu tout à l'heure, affectent considérablement le rôle joué par l'Union européenne dans les négociations internationales. L'Union ne peut agir que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées par le traité. Et sa compétence externe est donc touchée par la division interne et la répartition des pouvoirs entre l'Union et les États membres dans ce domaine. Et sur ce point, il faut rappeler que, au fil des ans, la traduction d'une volonté politique en action législative a largement bénéficié de conditions institutionnelles favorables. Donc, au lieu de simplifier, le traité de Lisbonne a rendu la procédure plus complexe et plus lourde sur ce point, de sorte que le système est devenu un peu byzantin. Donc, parler d'une voix au niveau externe reste toujours un défi pour l'Union. Une deuxième observation est que l'engagement de l'Union dans la protection de l'environnement est bien ancré aujourd'hui dans les textes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il est en même temps fragmenté. D'abord parce que l'environnement n'est pas cité comme un objectif à part entière, comme un objectif séparé, mais il fait partie de la logique économique du marché intérieur. Ensuite, parce que l'impératif d'intégrer les exigences de la protection de l'environnement dans la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union n'a qu'une importance auxiliaire. L'adoption d'une grande quantité d'actes législatifs ne suffit pas pour protéger l'environnement. Toutes les différentes politiques sectorielles de l'Union, comme celles de l'agriculture, des transports, du commerce, devraient également s'adapter et réduire les pollutions, utiliser des techniques de production propres, éviter la génération de déchets, ainsi de suite. Malgré son caractère contraignant, cet impératif d'intégrer les exigences environnementales dans d'autres politiques et actions de l'Union n'est pas vraiment pris en compte dans les droits dérivés de l'Union. Donc, il faudrait assurer plus de cohérence entre les préoccupations environnementales et les autres politiques et actions de l'Union. Donc, négocier un Green Deal européen ainsi qu'un nouveau pacte climatique pour l'Europe, tâche attribuée à l'un des vice-présidents de la nouvelle commission, Frans Timmermans, constitue un très très grand défi pour l'Union dans les années à venir. Il reste à voir s'il y a la volonté requise pour d'avancer sur ces chemins, ou bien si ce n'est que de la simple rhétorique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.